Apprenants de la deuxième année bac, bonjour et bienvenue dans un nouveau rendez-vous d'exploration d'une œuvre littéraire. On avait déjà vu au préalable les deux premiers modules qui sont inscrits dans le programme de cette année, à savoir le conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. Ensuite, Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddine. Et maintenant, place au roman réaliste Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Donc l'objectif de notre séance d'aujourd'hui est de découvrir ensemble le contexte, bien de mettre un peu le texte dans son contexte historique et culturel. Bien sûr, on parle ici du 19e siècle, qui est un siècle d'extrême richesse et instabilité et aussi d'autres apports. Apprendre sur les caractéristiques aussi du mouvement littéraire auquel appartient l'œuvre, notamment le réalisme. Et vous êtes sans savoir, chers élèves, que le réalisme a déjà figuré dans votre plateforme de connaissances par rapport à l'étude de la nouvelle en tronc commun, la nouvelle réaliste de Maupassant, Auchan ou bien La Ficelle. Donc vous êtes en connaissance de ce mouvement littéraire. Donc on va essayer de rappeler ensemble les différentes caractéristiques de ce courant de pensée et artistique aussi. Ensuite, en troisième instance, nous allons explorer la vie de l'écrivain Balzac et bien sûr avec une notice qui contient les principales stations de sa vie. Avant de procéder au commencement de notre contextualisation, je vous inviterai d'abord à faire un petit rappel du genre romanesque ou bien du roman. Qu'est-ce qu'un roman ? Qu'est-ce que le mot roman suggère dans votre pensée? Qu'est-ce que vous pensez concernant les caractéristiques de ce genre? Alors, juste pour vous rappeler un peu ou bien pour vous mettre dans le bain, on dira que c'est un genre d'écriture qui se caractérise par la présentation d'un récit en prose fictionnel. Et là, vous savez que la fiction est très capitale à la réalisation des œuvres littéraires, notamment romanesques, parce que l'écrivain devrait constamment utiliser l'imagination pour animer ses décors et ses descriptions, mettant en scène un personnage et racontant son destin dans une intrigue prolongée. À savoir que le roman, bien sûr, présente un récit plus étoffé. Alors, quand on parle de récit étoffé, c'est-à-dire un récit plus événementiel, qui contient plus d'action, plus de descriptions, plus de paysages, plus d'introspection. On s'infiltre dans la pensée des personnages, on retrace leurs aventures, leurs mésaventures, vous avez vu ça avec Candide, ou bien on avance bien sûr dans une progression événementielle de ce personnage. Alors, il se définit par sa diversité à plusieurs niveaux. Alors, vous avez des descriptions qui sont, dans le roman, qui sont plus minutieuses par rapport à la nouvelle, parce qu'on sait que vraiment, si on veut parler de nouvelle roman, on peut parler aussi d'opposition, parce que la nouvelle est un récit plus court, le roman est plus étendu et plus, bien sûr, étalé. Alors, il y a beaucoup plus de descriptions et beaucoup plus de minutie, il y a beaucoup de descriptions détaillées. Il y a aussi une variété et pluralité des personnages, actions multiples. On peut aussi avoir, comme dans le cas de l'année précédente, La Boîte à merveilles, des récits enchâssés, c'est-à-dire des récits des histoires dans l'histoire, ou bien des intrigues qui sont menées en même temps. Il n'y a pas que l'intrigue personnelle ou bien l'aventure personnelle du personnage principal, mais il y a aussi le parcours d'autres personnages qui l'accompagnent. Alors ensuite, on pourrait dire aussi qu'il y a dans cette aile ou bien dans cette façon de concevoir le roman ou bien de voir le roman, qu'il y a carrément des parcours, des expériences différentes de nos personnages. Alors si on veut retenir, apprenant des mots-clés qui vont un peu susciter cette réflexion sur le roman, on dira, bien sûr, personnage, expérience, action, prolongement aussi, parce que le roman est plus prolongé, plus étoffé, plus volumineux que la nouvelle, diversité et bien sûr fiction. Alors, procédons d'abord par la contextualisation historique et politique. Bien sûr, il convient de faire ensemble un regard d'ensemble ou bien un regard général sur les conditions historiques et politiques dans lesquelles le roman en question a vu le jour. Alors, bien sûr, sur le plan politique, il y a une remarque à avancer en premier, c'est que le siècle est d'une extrême instabilité politique.
Je vous laisse deviner pourquoi, parce que déjà c'est le nouveau-né de la Révolution, comme on dit, ou bien le siècle qui vient après la Révolution célèbre de 1789. Et bien sûr, tout l'héritage de pensée scientifique, progression philosophique, aussi tout ce qui est en rapport avec les expériences et tout, va accompagner la naissance de ce siècle. Et alors, on devrait ensemble voir sous quelle enveloppe politique, bien sûr, le siècle s'était-il ou bien été incliné. Alors, on va prendre comme point de départ la Révolution française de 1789 qui met fin à la monarchie. Et bien sûr, là, on est dans la fin du XVIIIe siècle. Attention, le siècle des Lumières. Donc là, pourquoi on a mis dans notre parcours la Révolution française, c'est pour prendre ensemble un point de démarrage par rapport à notre présentation des régimes politiques qui se sont succédés au fil, bien sûr, du XIXe siècle. Alors, bien sûr, il y a, après la Révolution française, il y a le directoire. Bien sûr, il y a le consulat, le Premier Empire de Napoléon Bonaparte, la Restauration, la monarchie de Juillet. Donc, ce sont des régimes politiques qui se sont succédés au fil des années et qui se sont partagés, bien sûr, la présentation politique ou bien la plateforme politique du siècle. La monarchie de Juillet, la Deuxième République et le Second Empire, c'est là le sixième, et finalement la Troisième République. Donc, vous pouvez bien imaginer que c'est la fin de la dynastie des Bourbons et que c'est le début et le commencement de la quête vers la liberté et aussi d'une nouvelle façon de concevoir les régimes et de choisir les régimes politiques. Alors, sur les plans économiques et sociaux, alors on ne peut pas parler d'une instabilité politique, diversité de régimes politiques, sans parler de répercussions ou bien de conséquences ou bien de retombées sur le tissu social, ou bien la présentation sociale et la présentation économique de la société française du XIXe siècle. Alors d'abord, l'économie de la France est fortement influencée par la révolution industrielle qui a vu d'abord le jour en Angleterre. Et bien sûr, l'import de cette révolution va avoir des effets capitaux sur bien sûr le tissu social et aussi économique du pays. Alors, la révolution industrielle, qui à son tour a su tirer profit du progrès scientifique. Alors, vous savez que là, j'évoque un peu votre prérequis par rapport au contexte du XVIIIe siècle, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et l'esprit encyclopédique. On a aussi révolutionné le monde de l'invention, on a emmagasiné le progrès scientifique qui s'était inscrit jusqu'à maintenant, jusqu'au moment, bien sûr, de la réalisation de l'encyclopédie, surtout dans les domaines de l'acierie et du textile. Donc, bien sûr, ce sont deux principales activités économiques qui étaient en vogue à l'époque, mais aussi il y a aussi les mines, tout ce qui se rapportait aux ouvriers, tous les travaux que prenaient en charge ces derniers. Donc il y a aussi le développement des moyens de communication comme les chemins de fer et l'invention capitale qui a chamboulé bien sûr l'Europe, c'est la machine à vapeur. Alors bien sûr ces différentes forces vont agir, forces économiques et scientifiques vont agir sur la société française de l'époque, qui avait une certaine présentation sociale, bien sûr qui a changé après la Révolution française, mais qui va être énormément affectée par le progrès scientifique. Et malgré que ce dernier soit bien évident, la pauvreté et la misère vont bien sûr rayonner. Alors, tout en ayant un progrès scientifique et une avancée, bien sûr, dans l'économie, il y a eu aussi des effets notoires sur la société, la création de nouvelles classes sociales comme le prolétariat, comme les ouvriers, donc qui vont un peu transmettre dans les romans des écrivains les souffrances et les amertumes de l'existence d'un simple ouvrier, bien sûr appartenant aux classes sociales inférieures. Alors bien sûr, une nouvelle classe sociale
Bon, il y a la création de nouvelles classes sociales, prolétariat, classe ouvrière. Il y a aussi la paysannerie, les paysages un peu champêtres qu'on a déjà vus avec Maupassant, la description de la vie des paysans au XIXe siècle. Il y aura aussi des descriptions de la vie de la classe sociale qui va bien sûr être la conséquence directe de la révolution industrielle et du développement de l'économie, c'est-à-dire, ou bien en d'autres termes, la classe bourgeoise. Alors on parle aussi de bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie d'affaires, la bourgeoisie intellectuelle. Donc il y a différentes catégories de bourgeoisie, mais en tout cas, cette classe sociale a bien vu le jour. Alors bien sûr, cette classe a été très représentée par l'écrivain, notre écrivain, objet de notre étude, Balzac, et on verra pourquoi dans sa vie, qu'est-ce qui a poussé cet écrivain à bien sûr retracer les caractéristiques de vie, ou bien les scènes de vie bourgeoises. Alors, la remarque qu'on pourrait tirer de ces deux influences, de l'économie et bien sûr ses retombées sur la société, on peut dire que malgré le progrès scientifique et technique et l'asservissement de l'homme à la machine, parce que la machine, elle va aussi accompagner le travail dans les mines, dans les usines, dans les manufactures, donc il y aura un asservissement, c'est-à-dire que l'homme parfois est aidé, mais aussi écrasé par cette machine, comme on dit, infernale dans certains romans. Alors la pauvreté et la précarité vont frapper la société française de l'époque et des phénomènes comme le travail des enfants vont apparaître dans plusieurs écritures de plusieurs écrivains très célèbres, notamment dans les œuvres hugoliennes ou bien de Victor Hugo, Les Misérables, personne ou bien tout le monde connaît Gavroche, le fameux Gavroche, qui était un personnage très célèbre de ce roman. Donc, il y a aussi les conditions des ouvriers qui vont être révélées surtout par le naturalisme d'Émile Zola ou bien dans des romans qui sont réalistes, naturalistes de cet écrivain. Bien sûr, nous ne pouvons pas parler d'avancées économiques sans parler des progrès culturels ou bien de l'influence de cette transformation sociale et politique sur la culture, bien sûr. Alors l'évolution culturelle en France est favorisée par d'abord le grand apport de l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle. Vous savez que la condition humaine était au centre de plusieurs œuvres, bien sûr, du siècle des Lumières. Et ensuite, on pourrait aussi ajouter qu'il y a cet esprit encyclopédique qui a pris la relève et qui a encore rayonné et fait ses retombées sur les écritures de la majorité des écrivains du XIXe siècle. Alors, il y a d'un côté l'esprit des Lumières, ensuite le progrès scientifique et économique qui agiront directement sur les valeurs de l'ordre. Alors, c'est justement ça la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de mutations politiques, beaucoup de changements, beaucoup de recherches, de quêtes de ce pays parfait qui contiendrait cet appel à la liberté, à la fraternité et d'autres valeurs suprêmes. Donc le progrès scientifique et économique qui agiront directement sur les valeurs de l'ordre, et chez la société française du XIXe siècle, il y a eu cette recherche constante ou bien permanente de régimes politiques répondant aux aspirations, ou bien aux attentes sociales, d'où la forte, bien sûr, instabilité politique. J'aimerais aussi parler à ce niveau-là que de plusieurs écrivains qui ont occupé des postes clés sur le plan politique, qui étaient des porte-paroles, des membres de l'Assemblée générale, des personnes ayant eu une activité politique intense, mais qui appartenaient aussi au champ littéraire et journalistique. Et bien sûr, on peut comprendre pourquoi, parce que le siècle est favorable à ce genre de double tâche, ou bien de double appartenance, ou bien de cette polyvalence, si on ose l'appeler ainsi, de cette polyvalence professionnelle. Alors, le pouvoir de l'argent, il sera la vedette de la majorité des œuvres réalistes du XIXe siècle. On le verra dans Auchan, entre en commun, on le verra dans le Père Goriot maintenant, on l'a vu déjà dans Auchan et on le verra
dans le Père Goriot, comment cet argent peut transformer même les conditions humaines les plus naturelles chez l'homme, et comment cette quête de ce matériel peut agir sur les relations humaines. Donc le pouvoir de l'argent et ce qu'il va engendrer sur la culture bourgeoise, l'ascension sociale, l'ambition sociale, l'expérience de remontée sociale. Donc on verra comment même un personnage comme Eugène de Rastignac, dans le roman Le Père Goriot, va voir le monde, bien sûr de la noblesse et aussi de la bourgeoisie, et comment il aura dans la tête la réalisation de cette promotion sociale. Alors, bien sûr, la croissance de l'alphabétisation, ça c'est sûr, et l'essor de la presse et des gazettes à élargir le lectorat. On va voir ultérieurement que Balzac était un journaliste. Il avait des commencements dramaturgiques, mais après il va se lancer dans le journalisme. Donc le journalisme était vraiment, Flaubert aussi, hein, d'autres écrivains comme Maupassant. Donc ce sont des écrivains qui contribuent à la presse, mais aussi qui ont une activité politique, certains d'entre eux bien sûr, considérable. Alors, il y a une croissance de l'alphabétisation qui va élargir le lectorat français, et notamment dans la publication des romans, qui a suivi un protocole parfois attractif au lectorat, comme par exemple concevoir de lancer un roman sous forme de feuilleton apparaissant dans une gazette ou bien dans un journal. Et on cherche ici à capter l'attention des lecteurs et à les inviter. C'est une méthode aussi de marketing ou bien d'appel à la lecture et à cette production frénétique des textes littéraires qui vont apparaître dans les journaux français. L'idée d'engagement politique et philosophique de plusieurs écrivains, comme on vient de le dire, va être bien sûr reine du théâtre littéraire. Victor Hugo et son fameux traité sur la tolérance, ou les différents discours sur la misère et la peine de mort, donc qui de nous, et vous l'avez déjà vu dans le module 3 de la première année bac, il était le dernier jour d'un condamné, vous avez vu comment Hugo avait attaqué les partisans de la peine de mort dans sa préface, et comment il a illustré cette souffrance de la majorité des condamnés à mort à travers la narration de leur journal, ou bien de leur souffrance, le journal de leur souffrance. Alors, le développement de la conscience et une culture politique nouvelle, avec le fameux suffrage universel de 1848, bien sûr qui exclut les femmes, mais qui était une vraie révolution sur le plan politique, et qui a eu des retombées, bien sûr, culturelles sur l'esprit français de l'époque. Sur le plan artistique, le siècle a enfanté des artistes bien sûr brillants comme Hugo, de Balzac, Maupassant, Flaubert, Zola, Courbet. Alors Zola, Courbet c'est un peintre, d'accord, réaliste, Monet, etc. Donc il y a eu un incroyable foisonnement culturel et artistique qui accompagne cette instabilité politique, mais bien sûr qui met en évidence une richesse culturelle incroyable. Alors, je vous invite, chers élèves, à cette étape de notre séance, à observer des tableaux qui relèvent du XIXe siècle, des tableaux de peinture de Jean-François Millet. Le premier, c'est Des Glaneuses, 1857, et L'Angélus, 1859. Alors, on peut voir que dans les tableaux de peinture de l'époque, le souci de transmettre les malheurs ou bien les souffrances ou bien les scènes de la vie quotidienne des paysans, comme c'est le cas dans ces deux tableaux, était primordial. Donc, on est face à un art qui représente la réalité au maximum. Alors, on ne peut pas négliger, bien sûr, l'apport du romantisme, qui est en peinture, parce que le romantisme a bien précédé l'apparition du réalisme. Donc, vous pouvez voir ici,
par rapport à ces deux tableaux, comment est-ce qu'on peut décrire ou bien faire une description picturale par le code chromatique, la palette qui n'est pas très vivace comme la palette romantique, on peut transmettre les scènes de la vie quotidienne. Donc on peut voir bien sûr que le décor est champêtre, ce sont des paysans qui sont en pleine besogne. Alors pour le fameux « La liberté guidant le peuple » de Delacroix, qui est un tableau romantique, il y a une différence. Vous pouvez la voir même dans le code chromatique, dans les couleurs, alors dans les représentations corporelles, aussi dans la gestion des plans, dans la richesse aussi des détails. Alors, le romantisme pictural s'affirme par une vivacité incroyable et la transmission aussi de cet idéal vers lequel tend toute une population. Donc, ce tableau s'appelle « La liberté guidant le peuple ». Il y a plusieurs interprétations autour de ce garçon qui est à droite, à côté de la femme qui représente la liberté ici symbolique. Et bien sûr, on dit que c'est peut-être une représentation de Gavroche, le fameux personnage hugolien. Alors, le réalisme, comme tendance d'écriture ou bien mouvement artistique et littéraire, très en vogue au XIXe siècle, on parle en termes de représentation de la réalité telle qu'elle est. Et dans le langage commun, chers élèves, quelqu'un de réaliste se dit d'une personne qui privilégie le réel, agit avec pragmatisme selon les appréciations qu'il fait de la réalité, selon le contexte. Ensuite, on pourrait dire que c'est une doctrine philosophique, considérant que les objets perdurent même après l'observation. Donc l'observation est capitale dans la réalisation d'une séquence narrative ou bien descriptive réaliste. La qualité de quelqu'un, ça se dit aussi de la qualité de quelqu'un qui accepte les faits de la vie et qui favorise la pratique. Au lieu de penser, passer à la pratique, bien sûr, là, par rapport à tout le ou bien au sentimentalisme incroyable du romantisme, le réalisme se veut pragmatique et plus concret, plus pratique. Alors, le mouvement littéraire, c'est un mouvement littéraire et artistique qui cherche à présenter la réalité telle qu'elle est, sans ornement, sans l'idéalisation, rien. Donc le vrai tel qu'il est, cru. Le mouvement est né en 1850 en réaction contre le sentimentalisme, bien sûr, du romantisme. Et si vous voulez qu'on retienne des mots-clés par rapport au réalisme qui vous aideront dans les réponses, dans les examens ou bien dans l'analyse des textes littéraires, on peut retenir doctrine, réalité, mouvement littéraire et artistique, présenter et représenter. Quand on présente une chose, c'est matériel, c'est concret. Mais quand on représente une chose, on est sur le plan abstrait, on est sur la façon de l'interprétation personnelle que chacun d'entre nous puisse faire d'un récit ou bien d'un événementiel, bien sûr sans idéaliser. Alors les thèmes qui sont très appréhendés, très présents dans les romans et dans les textes réalistes sont les suivants: pauvreté et misère, et vous l'avez remarqué en tronc commun avec les Valin et les Tuvache, mais aussi avec Maître Rochecorne. Alors le pouvoir de l'argent, qui est là et qui est capital, qui gère aussi les relations humaines entre les gens, alors les relations familiales dégradées, la peinture des natures humaines. Il y a cette empreinte balsacienne qu'on va voir au fil des activités de lecture qu'on va faire ensemble, comment Balzac conçoit ses relations et ses peintures des natures humaines, comment chaque nature apparaît, comment elle se développe et elle finit par la fin. Alors l'ascension sociale ou bien la promotion sociale, l'expérience ici d'Eugène de Rastignac, ou la chute. Il peut y avoir une dégradation. Donc ce n'est plus le héros qui arrive à une fin heureuse, c'est plutôt le héros qui est en permanente ou bien en permanent doute, réalisation, non-réalisation. Il y a aussi le déterminisme social, c'est qu'un ouvrier qui est né ouvrier, dans les romans réalistes, c'est rare où il peut monter l'échelle sociale. Donc il y a ce déterminisme à rester ancré et
carrément prisonnier de sa classe, enclavé dans sa classe sociale. Alors, on passe maintenant à la vie de l'écrivain rapidement. Donc, j'ai partagé avec vous 2 grands épisodes de sa vie, parce que vous savez que Balzac va naître en 1799 et va décéder en 1850. Donc, il mourra à l'âge de 51 ans. Et par conséquent, il est né dans une famille bourgeoise, et je vous ai dit au préalable de vous souvenir de ce détail parce qu'il va être très présent dans ces récits. Alors, naissance à Tours le 20 mai 1799 dans une famille bourgeoise. Son père était directeur des vivres de la 22e division militaire. Alors, il avait une enfance délicate vu sa relation avec sa mère qui était plus jeune que son père de 30 ans et plus. Et bien sûr, toute sa tendresse va déverser vers sa sœur, Laure, la petite Laure qui deviendra par la suite future Madame Survie. Alors, à l'âge de 8 ans, il entre dans le pensionnat et ce sentiment de solitude va s'accentuer parce que, étant enfant, souffrant de cette négligence de la part de sa mère et ensuite entrant dans un pensionnat dans lequel il est obligé de suivre des études, va agir sur la personnalité de l'écrivain. Il y sortira pour revenir à Tours 4 ans plus tard. Sa jeunesse connaît jeunesse et sa relation avec l'écriture, avec l'invention littéraire. En 1814, sa famille s'installe à Paris. Il entame des études de droit. Bien sûr, 2 ans plus tard, il suit le métier de clerc de notaire. Et par la suite, à 20 ans, il devient bachelier en droit. Mais il décide d'abandonner sa carrière juriste pour faire écrivain, ou bien pour devenir un grand écrivain. Il commence en 1820 à s'investir dans des textes théâtraux, mais il ne va pas pouvoir continuer. Il se consacre à l'imprimerie, qui le ruine, et se trouve pris à l'appât des dettes. Et par la suite, il se lance dans le journalisme en 1833, car ce sont les articles qu'il publie qui le font vivre. Alors, pour finir, chers élèves, et pour clôturer notre séance, je vous invite à réfléchir sur 2 citations relatives à la définition du réalisme. Selon Guy de Maupassant, le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Faire vrai consiste donc à donner l'illusion complète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits et non à les transcrire servilement dans le pêle-mêle de leur succession. J'en conclus donc que les réalistes de talent devraient s'appeler plutôt des illusionnistes, selon Guy de Maupassant. Que ce soit œuvre romantique, naturaliste, réaliste, la fiction est toujours présente, mais bien sûr à des degrés différents. Je vous remercie de votre attention.